Peut-être on va le faire ensemble avec vos questions après l'exposé de Cécile Lussier qui, si j'ai bien compris, va nous parler essentiellement de l'attitude russe, de ce que dit la propagande russe au sujet du génocide ukrainien et au sujet des famines en général. Et bien sûr, bon, Cécile va élargir le thème comme elle veut. Merci. Attendez, j'avance juste un tout petit peu la table. Ouais, non, je pense qu'effectivement, il y a de quoi discuter déjà à partir de tout ce qui a été dit, aussi bien par Irena que par Stéphane. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est-à-dire qu'on se rend compte en fait que, bien évidemment, il y a deux approches au moins, pour n'importe quel point de l'histoire soviétique, et notamment sur ces famines que je mets au pluriel. C'est-à-dire, il y a l'étude du phénomène. Qu'est-ce qui s'est passé ? Où effectivement, on avance sur la compréhension, notamment sur ce qui s'est passé en Ukraine. Alors qu'à l'époque soviétique, on ne savait rien, j'y reviendrai. Enfin, on ne savait rien, on savait plus de choses qu'on ne peut en dire, mais en tout cas, ça n'était pas dans le domaine public. Et puis, il y a ce qu'on décide de faire, ce qu'une société va décider de faire, ce que des politiciens vont décider de faire de cette mémoire. Et là, on est vraiment dans la mémoire. Est-ce qu'on l'oublie en se disant, bon, ben, c'est pas de chance, voilà, ça arrive partout, etc. Ou est-ce qu'on décide, comme ça a été fait en Ukraine, et tu m'arrêtes si ce n'est pas ça, est-ce qu'on décide d'en faire une politique nationale qui va permettre d'unir les gens, qui va permettre de dire, voilà en quoi nous sommes un peuple ukrainien, une nation ukrainienne, c'est que nous avons eu cet immense malheur, nous l'avons traversé ensemble, et nous le commémorons ensemble. Donc, il y a vraiment, je dirais, deux choses très, entre guillemets, très différentes. Est-ce qu'on travaille sur les années 30 ou est-ce qu'on travaille sur, je dirais, la période, par exemple, post-91 ? Et en ce qui concerne les années 30, je voudrais juste souligner une chose, c'est qu'en fait, il y a vraiment, et tu l'as dit à un moment sans approfondir, c'est-à-dire qu'il y a vraiment plusieurs étapes dans cette famine, dont je ne suis absolument pas spécialiste, mais en revanche, j'ai lu les excellents livres des spécialistes. Il y a vraiment plusieurs phases dans cette famine. Il y a la famine de 22 dont parlait Stéphane, c'est un peu autre chose parce que ça se produit aussi dans un contexte après la guerre mondiale, après deux révolutions, des hommes qui sont au front, le pays qui est dévasté par la guerre civile. Donc il y a aussi tous ces facteurs, je dirais avant même d'en arriver à l'attitude de Lénine, il y a tous ces facteurs endogènes de pays complètement désorganisés, de pays où les hommes sont partis au front pendant des années, n'ont pas pu travailler, etc. Dans les années 30, c'est différent. Et là, on a vraiment le résultat de la politique agricole, de la politique de collectivisation des campagnes qui est menée. Et en fait, ce qu'on va voir en Ukraine en 30-31 jusqu'au début de 32, on l'a aussi, ça a été dit au Kazakhstan, on l'a aussi dans certaines parties de la Russie. Où on a aussi, je crois, alors les chiffres, officiellement, je crois que c'est 4 millions pour l'Ukraine, 1 million pour le Kazakhstan, 1,5 million pour le Kazakhstan et 1,5 million pour la Russie, en gros, quoi. Donc, si vous voulez, c'est pas 30 personnes, je dirais, qui étaient un peu fatiguées et qui ont eu un malaise. Hein. Ça se compte par centaines de milliers, ça se compte par millions de personnes. Ça s'est produit aussi en Russie. Ce qui a été très spécifique, d'après les historiens, d'après les spécialistes, je relisais cet excellent livre dont je vous reparlerai, je dirais, qui a été introduit par Verte et introduit par Andrea Graziosi, qui a réuni ces lettres qui, en fait, sont des témoignages de diplomates italiens. Ce qui a été très spécifique, c'était ce que tu disais sur 32-33, c'est-à-dire qu'à un moment, en 32-33, là, Staline décide... tu dis il n'y a pas d'ordre, mais enfin, il y a quand même plein de choses très, très concordantes. Il décide d'étrangler l'Ukraine. Et ce que tu as dit, ce que Graziosi dit encore de manière plus claire, il dit, pour Staline, la question nationale ukrainienne, c'est la question des paysans.
On sait que les bolcheviks détestaient les paysans, parce que les paysans, justement, ça ne rentrait pas dans le cadre de Marx. On a le texte, par exemple, de Gorky sur les paysans qui a été caché pendant des années. Il détestait les paysans. Ça se voit dans son théâtre. Regardez dans son théâtre comment sont traités les paysans. Je dirais qu'ils sont vus comme des gens complètement retardataires. Et pour Staline, il y a une volonté réel, et ça je le dis d'autant plus que je ne vous l'aurais pas forcément dit, je dirais il y a 5 ans, Irina était moi, je dirais c'est à force de lire et de lire, je dirais vraiment ce qui s'écrit là-dessus et des gens qui mènent des recherches approfondies. En 1932, il y a une volonté très nette qui différencie justement par exemple des famines en Russie, qui est d'étrangler l'Ukraine, de la réduire par la faim. Et ce que montrent très bien ces témoignages de diplomates italiens qui étaient dans le pays, de lui apprendre une leçon. C'est-à-dire que c'est vraiment, on va la dresser, on va lui montrer et on va la voir par la fin. Et ça, c'est absolument monstrueux. En Russie, il n'y a pas eu, je dirais, cette espèce de coup de talon final qui a abouti à une catastrophe, à des... alors, tu parlais, par exemple, des 2 journalistes qui ont été chercher des témoignages. Le livre est paru en français en 2000 avec l'introduction de Sokolov. Un des témoignages qui est absolument frappant, c'est un jeune petit soldat russe, d'ailleurs, je crois, qui arrive. Il campe et puis il voit des villages plein de morts, des villages où il n'y a plus personne, des villages. Et puis il décrit, et puis il termine, tout autour de nous, il y avait les champs de blé. C'est-à-dire que c'est quand même l'exploit de gens qui sont morts de faim par millions au milieu des champs de blé. Bon, ce qui était un peu la spécificité de cette famine et de cette volonté de mater la paysannerie d'un côté et un peuple en particulier, ça je suis entièrement d'accord. Et en fait, tu l'as dit, donc moi, je vais plutôt parler de ce qui s'est passé après, c'est-à-dire la période soviétique. Eh bien, on n'en parle pas de ces choses-là. On n'en parle pas, mais on ne parle pas ni du Golodomor ukrainien, ni des famines en général. On parle un tout petit peu de celle de 22. C'est-à-dire celle de 22, parce que justement, on peut l'expliquer par la désorganisation, par la guerre civile, etc. On voit... alors, on la voit très clairement chez Platonov, mais Platonov était grosso modo interdit à l'époque, où il y avait des petites choses qui circulaient, etc. C'était quand même pas... Mais on voit par exemple dans un récit de Fédine. Donc Fédine, qui était à l'époque à la tête de l'Union des écrivains, à un moment, il mentionne très clairement la famine de 22. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui pouvait être dit, alors que les famines du début des années 30 ne pouvaient pas être dites, de la même manière que les purges, les répressions, ce dont tu parlais, c'est-à-dire l'écrasement de cette renaissance ukrainienne qui s'est faite dans le prolongement, justement, de 32-33, et juste avant le premier congrès de l'Union des écrivains, parce qu'il fallait que le terrain soit nettoyé, ou les purges qui ont suivi, ou la Grande Terreur qui a frappé aussi, je dirais, la population, les écrivains russes, la population russe en général, la population soviétique en général, hein, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas non plus... tellement d'exceptions, les purges de l'après-guerre, les purges anticosmopolites, tout ça était tu, on n'en parle pas. La différence avec maintenant, par exemple, où il y a énormément de différences, bien évidemment, mais maintenant, vous allez voir, en Russie, on a plutôt tendance à justifier, à donner des explications, à donner des raisons. Voilà pourquoi ça s'est fait. En Union soviétique, je dirais d'une certaine manière, c'était presque mieux. Je sais pas ce qui est mieux d'ailleurs. Mais en tout cas, on n'en parlait pas. On ne disait pas de mensonges parce qu'on n'en parlait pas. Et à la limite, c'est pas à la limite, le nom de Staline était à peine mentionné. C'est-à-dire que vous voyez des articles sur les années 30 où le nom de Staline n'est pas mentionné. Je parle par exemple de la presse des années 70. On n'en parle pas, on fait un silence complet. Et ce silence, tu l'as très bien dit, je veux dire, était aussi dans les familles où... alors après, je pense que c'est quelque chose de très complexe, c'est-à-dire que les gens avaient peur, mais je pense qu'il y avait un tel tabou aussi. Il y avait une telle horreur à revivre ce genre de choses, c'est-à-dire que toute proportion gardée, on peut aussi comparer ça, par exemple, aux déportés qui sont rentrés en France, qui revenaient des camps. Pendant 15 ans, ils n'en ont pas parlé. Ce n'est pas parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur de ne pas être crus. Ils avaient peur de ne pas trouver les mots pour dire. Et je pense qu'il y avait un mélange de ces choses-là, c'est-à-dire
comment on fait pour dire à ses enfants, mes frères et sœurs sont tous morts de faim, et effectivement, il y a eu du cannibalisme. Et dans ce livre, on vous parle du cannibalisme de manière très, très directe. Ils se sont bouffés les uns les autres. Je veux dire, c'est quand même quelque chose de monstrueux, qui est encore tout à fait tabou dans la Russie d'aujourd'hui, parce que ce n'est pas le seul épisode. Donc, il y a eu un silence absolu, portant aussi bien sur le Golodomor que sur d'autres épisodes répressifs, y compris en Russie. Et ce qu'on voit en Russie, donc si on regarde l'évolution, tu vois, tu l'as retracé dans le cas de l'Ukraine, où on voit cette logique, où on voit le moment où ça émerge, et puis surtout donc à partir de Yushchenko, où ça va vraiment devenir politique nationale, et puis avec, je dirais, tous les différents aspects, politique mémoriale et travaux de recherche. En Russie, on a quand même, je dirais, deux phases très, très distinctes. C'est-à-dire, on a ce qui commence à la fin des années 80, qui va durer, en gros, jusqu'au début des années 2000. Et puis, on a ce qu'on voit se passer sous nos yeux, je dirais, depuis 2003-2005 à peu près, qui a abouti à quelque chose qui, curieusement, se trouve lié, d'une certaine manière, symbolique au moins, à la famine ukrainienne. Et je vais commencer par ça, même si c'est ce qui nous arrive en dernier, c'est que, on vous l'a dit, actuellement, aujourd'hui, il y a eu le procès de l'association Mémorial pour fermer l'association Mémorial, et je reviendrai sur ce que fait cette association. Il y avait une première audience avant-hier, il y a eu aujourd'hui l'audience principale avec la suivante aura lieu le 14 décembre. Et comment tout ça a commencé? Alors ça a commencé, vous savez, comme ça se passe actuellement, excusez-moi, dans la Russie de Poutine, c'est-à-dire qu'il y a toujours un élément, vous savez, de voyouterie, de l'association, je dirais, de la justice et des voyous. On ne peut pas dire les choses autrement. C'est-à-dire que le 14 octobre, Mémorial ils organisent très souvent des débats, ils organisent très souvent des rencontres, ils organisent de temps en temps des projections de cinéma. Et là, organiser une projection du film d'Agnieszka Holland sur ce journaliste qui, en fait, a vu la famine, qui était en Ukraine, qui l'a vu, qui l'a photographié, qui a témoigné à une époque où il y avait aussi d'autres journalistes, d'autres hommes politiques, on peut en reparler, qui ne voulaient surtout pas en parler. Et ce film était projeté chez Mémorial. Quand sont arrivés des voyous, ceux qu'on a pris pour des voyous, qui ont envahi la salle, personne ne sort, qu'est-ce que vous regardez, etc. Espèce de truc des gens masqués, dont il s'est très vite avéré, et la chaîne Dozhd l'a montré, que c'était une action organisée. Ce n'était pas du tout une bande de voyous qui traînaient par là et qui ne savaient pas quoi faire, c'était une bande organisée, qui tout était planifié, il y avait déjà, je dirais, des écrits qui étaient là. Ça a donné un prétexte à la police pour venir. La police a retenu tout le monde. La police a pris des caméras de surveillance. La police a dit vous ne pouvez pas rouvrir parce qu'on enlève aussi tout ce qui est surveillance incendie. Et à partir de ça, on s'est dit il y a quelque chose qui va tomber. Et bien oui, c'est tombé. Et ce qui est tombé, c'était deux plaintes. Une plainte du parquet de Moscou contre l'association Mémorial Moscou et une plainte à la Cour suprême concernant l'association donc Mémorial International. Donc, si vous voulez, quelque part, bon, ça peut être symbolique, on se dit, oh, ils auraient pu montrer un film de Mickey. Ben non, ils n'ont pas montré un film de Mickey, c'était un film sur quelque chose dont on parle très peu. Et toujours en lui trouvant des excuses et des raisons, qui est la famine, qui sont les purges des années 30. Alors, si je reviens en arrière, j'irai rapidement sur cette période, j'irai qui va en gros de la fin des années 80 aux premières années de M. Poutine. Il y a eu la perestroïka, il y a eu la sortie d'un certain nombre de choses à ce moment-là. Peut-être parce qu'aussi le pouvoir ne pouvait pas proposer des améliorations économiques magnifiques. Et les premières manifestations de la perestroïka, ça a été la publication de livres qui jusque-là étaient interdits.
Donc on a publié, au départ on publie les poètes, on publie Akhmatova par exemple, on publie assez vite Brodsky, parce que comme il va recevoir un prix Nobel, il faut le publier. Et puis tout ça va très vite, et on va publier ce livre que je suis sûre que vous connaissez tous, Tout passe, de Vassili Grossman. Donc Vassili Grossman, écrivain juif, né en Ukraine, écrivain en russe et de culture russe, écrivain soviétique. Et un homme dont la mère a été assassinée par les nazis, parce qu'elle était juive, francophone, prof de français, et un homme qui a été victime des purges cosmopolites. Alors pas de manière, il n'a pas été emprisonné, mais il a été attaqué d'après la guerre, donc purge cosmopolite, anticosmopolite, pardon, de ce qu'on appelle le second stalinisme. Donc entre ces purges ont commencé vers 1948 jusqu'à la mort de Staline. Et vous connaissez son grand roman Vie et destin, qui a été confisqué, qu'il n'a pas pu faire paraître. Pourquoi ? Parce qu'il comparait déjà nazisme et stalinisme. Et il a écrit un de ses derniers textes, c'est à la fin de sa vie, Tout passe, qui n'a pas pu être publié, bien évidemment, en Union soviétique à l'époque, qui va être publié en 1988. Et si vous reprenez, vous avez un récit qui est absolument fabuleux, alors ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous le lire en entier, mais lisez-le, ou relisez-le. Ça commence, en fait, je vais juste vous lire des petits passages en sautant des grandes lignes. Te souviens-tu de ce que tu m'as dit ? Moi, je n'oublierai jamais tes paroles. Elles sont claires comme le jour. Je te demandais, comment des Allemands ont-ils pu faire mourir des enfants juifs dans des chambres à gaz ? Et comment peuvent-ils continuer à vivre après cela ? Ça part de là, et immédiatement, il enchaîne. Quand je pense maintenant à la découlakisation, je vois tout d'une autre façon. Je ne suis plus envoûtée, et puis j'ai vu les hommes à l'œuvre. Comment ai-je pu avoir ce cœur de pierre ? Comme ils ont souffert, ces gens, comme on les a traités. Mais moi, je me disais, oh, ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des koulaks. Et plus j'y pense, plus je me demande qui a inventé ce mot, les koulaks. Est-il possible que ce soit Lénine ? Quelle damnation il encourt ? Pour les tuer, il fallait déclarer, les koulaks, ce ne sont pas des êtres humains. Tout comme les Allemands disaient, les Juifs, ce ne sont pas des êtres humains. C'est ce qu'ont dit Lénine et Staline, les koulaks, ce ne sont pas des êtres humains. Mais ce n'est pas vrai, c'était des hommes, c'était des humains. Voilà ce que j'ai compris peu à peu. Et alors ça se poursuit. Et puis il en arrive et il vous fait le descriptif de ce qu'a raconté Rina. C'est-à-dire, mais presque mois par mois, la façon dont s'est passée la collectivisation, l'article de Staline, le vertige du succès, et ce fut un autre supplice, le supplice de la faim. On m'a envoyé comme activiste en Ukraine pour consolider un kolkhoz. On nous a expliqué que là-bas, l'instinct de la propriété privée était plus fort qu'en République fédérative de Russie. Et de fait, les choses allaient plus mal encore chez eux que chez nous. On ne m'a pas envoyé loin, à la frontière de l'Ukraine, à moins de 3 heures de chez nous. C'est un endroit magnifique. Je suis arrivée là-bas et j'y ai trouvé des hommes semblables à tous les hommes. J'ai pris la direction de leur comptabilité. Ça continue. Lorsqu'on a emporté le grain des villages, la poussière s'est élevée alentour. Tout était dans la fumée. Le bourg, le champ, la lune quand il faisait nuit. Un paysan est devenu fou. Il criait qu'il brûlait, que le ciel brûlait, que la terre brûlait. Non, le ciel ne brûlait pas. C'était la vie qui brûlait. Et ça continue. Des pères et des mères voulaient-ils sauver leurs enfants, mettre un peu de grain de côté? On leur disait, vous haïssez d'une haine féroce le pays du socialisme, vous voulez faire échouer le plan. Qui a enlevé le blé? En majeure partie les nôtres, ceux du comité exécutif du district de parti, et puis les garçons, les gars du Komsomol, et naturellement la milice, le NKVD. Ça continue, encore des mois. C'était horrible. Les mères regardaient leurs enfants et criaient, épouvantées. Elles criaient comme si un serpent s'était introduit dans leur maison. Que faire? Les paysans n'ont qu'une idée en tête, manger un peu. Ils ont des crampes dans l'estomac et les mâchoires. On continue. Le
je saute des passages, c'est inimaginable. Quand la neige a commencé à fondre, le village s'est enfoncé jusqu'au cou dans la famine. Les enfants crient, il ne dort pas, et la nuit demande du pain. Les hommes ont le visage terreux, le regard trouble et comme ivre. Ils marchent comme des somnambules, ils avancent en tâtant la terre du pied, en s'appuyant contre les murs. La faim les fait chanceler. Ils marchent moins. Ils s'étendent de plus en plus souvent, ils croient sans cesse entendre le grincement d'un convoi de chariots. Je saute, puis la neige a fondu, on est au printemps 33, et les gens se sont mis à enfler. L'œdème de carence, l'œdème de la faim. Ils avaient le visage bouffi, les jambes gonflées, le ventre plein d'eau. Ils pissaient sans arrêt, ils n'avaient même pas le temps de sortir. Et leurs enfants, tu as vu dans les photos les enfants des camps allemands? C'était exactement la même chose. Une tête comme un boulet de canon, un coup de cigogne, les os des bras et des jambes qui percent sous la peau, cette peau tendue sur leur squelette comme une gaze jaune. Et ça continue encore pendant plusieurs pages. À Dniepropetrovsk, où sévissait la plus effroyable des famines, une famine pire encore que la nôtre, là-bas, les hommes mangeaient de l'homme. Ça, c'est paru en Union soviétique en 88. La famine était totale, la mort frappa. Je saute. C'était le peuple des villes qui faisait la queue pour avoir du pain. Je saute. Voilà ce que j'ai compris. Au début, la faim chasse l'homme de sa maison. C'est pour l'amour du bien, c'est pour l'amour de tous les hommes que l'on a réduit des mers à cette extrémité. Vous lirez, c'est un chapitre qui est absolument poignant, qui est absolument véridique historiquement. C'est un chapitre et un livre qui est paru en Union soviétique en 1988, écrit par ce soviétique juif, ukrainien, russe, qui avait vu tout ça, qui avait été témoin de tout ça, qu'il a écrit. Et ça s'inscrit, je dirais, dans toute son œuvre, quand il dit « on a commis des meurtres épouvantables au nom d'une notion du bien ». Ce que je veux dire, c'est qu'à partir de la fin des années 80, les soviétiques savent ce qui s'est passé, ils savent ce qui s'est passé dans les camps, ils savent ce qui s'est passé avec les famines, ils savent ce qui s'est passé dans les purges, ils ignorent certains détails, peut-être, mais les livres sont là, les livres resteront d'ailleurs, Dieu merci. L'information est absolument présente dans la littérature et dans les mémoires, puisqu'effectivement, on va avoir des gens qui vont, y compris des très jeunes d'ailleurs, qui vont aller chercher les témoignages dans les villages ukrainiens, dans les villages russes, qui vont aller éventuellement déterrer les exécuter pour essayer de voir, alors d'abord ça commence avec les soldats de la guerre, de voir, je dirais, comment ils sont morts, où ils sont morts, etc. C'est-à-dire cette espèce de soif de savoir qui s'est emparée de l'Union soviétique à la fin des années 80. Et on comprend bien que la question qui est derrière ça, qui se pose toujours aujourd'hui, et notamment face à ce qu'il arrive à Mémorial, c'est, au bout du compte, c'est quoi la vie d'un être humain? Quelle valeur a-t-elle? C'est-à-dire, c'est vraiment ces millions de gens. Est-ce qu'on considère que, bon, ils sont morts et on sent, bon, c'est dommage pour eux? Ou est-ce qu'on considère que ces gens doivent exister, doivent avoir leur nom écrit quelque part, doivent avoir quelque chose qui ressemble à une sépulture, doivent exister dans les mémoires et doivent servir d'une certaine manière d'avertissement et de leçon, permettant de tirer un bilan de ce qui s'est passé. Donc, dans les années 80, dans les années 90, d'une autre façon, en Russie, on considère que oui, il faut savoir, que oui, il faut il faut en finir avec tout cela. Il faut en finir dans le sens où il faut connaître la vérité, il faut en finir avec ces mensonges. Bon, ce qui va arriver en Russie comme en Ukraine, c'est qu'en 90, il y a effectivement une crise économique qui va faire que très vite, les gens vont un peu se détourner des questions historiques. Le lecteur, je veux dire celui qui lit les journaux, celui qui lit les revues, va penser à la fois à gagner sa vie, à essayer de toucher de l'argent, à reconstruire une économie, à se faire une place. Mais en même temps, en Russie comme en Ukraine, les archives s'ouvrent,
il y a de moins en moins d'interdits sur les choses. Il y a des archives qui sont quasiment jamais ouvertes, les archives du KGB. Mais il y a de moins en moins d'interdits. On peut faire des recherches historiques. Et vous avez des historiens qui travaillent. Et notamment l'association mémoriale créée dans les faits en 88 et enregistrée fin 89. Et ils travaillent, et ils vont dans les camps, et ils font des listes de prisonniers politiques, et ils récoltent des témoignages, et ils font cette histoire. Et vous allez avoir en Russie, comme en Ukraine, dans des conditions un petit peu différentes, toute une vague d'historiens, de jeunes historiens, qui, avec vraiment 2 francs 6 sous, parce qu'à l'époque, ce n'est pas considéré glamour et ce n'est pas considéré comme quelque chose à la mode qui rapporte, etc., vont faire des travaux historiques d'une grande qualité sur ces choses-là. C'est-à-dire, et là j'ai une petite pensée pour Marietta Chudakova, avec laquelle j'avais eu cette discussion. Elle vient de mourir il y a quelques jours. J'avais eu cette discussion en 2015, c'est-à-dire, alors elle était furieusement anti-stalinienne. Elle dit, comprenez, en Russie, donc 2015, si on veut savoir, on a des millions de livres à disposition qui nous expliquent ça. Et c'est absolument vrai. Yeltsin, à l'époque, il était prêt à dire les choses. Il était prêt à reconnaître la culpabilité. On parlait de Katyn tout à l'heure. Qui est-ce qui a sorti Bon, ça a commencé avec Gorbatchev, mais Yeltsin a sorti des documents sur Katyn. Il a ouvert des archives. Je ne dis pas qu'il ouvrait tout et qu'il donnait tout, etc., mais il y avait quand même une volonté. Et de la même façon, il avait une volonté qui s'est manifestée, bon, surtout au début, je dirais, de sa présidence, de dire, nous... ce qui nous intéresse, c'est la Russie. Que les autres vivent leur vie, les pays baltes, l'Ukraine, etc. On veut vivre en bon voisinage, mais ce sont d'autres pays. Cette notion très claire, ce sont d'autres pays. Notre pays, c'est la Russie. Et tout ça a malheureusement changé au début très vite, je dirais, au début de la présidence de M. Poutine. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on observe et très clairement depuis 2005, c'est-à-dire 2005, 60e anniversaire de la victoire, il y a un tournant qui a été pris. On observe d'abord quelque chose qui est absolument contradictoire. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours facile à suivre parce que c'est absolument contradictoire. C'est-à-dire, vous voyez, vous avez le procès pour fermer Mémorial et vous avez, je peux vous sortir 20 pages de déclaration de Poutine disant, de Poutine ou des gens qui l'entourent d'ailleurs, disant il est absolument essentiel de parler des purges, nous ne pouvons pas le cacher, nous devons en parler, nous devons parler des famines, etc. Sauf que justement, si on parle des famines, on se rend compte que pendant qu'en Ukraine, à partir de 2004, ils font leur travail et puis ils avancent. Et puis, bon, je me souviens par exemple, quelque chose qui n'est plus là, juste à côté de Sainte-Sophie, où allaient tous les touristes, vous aviez le petit mémorial au Golodomor, on ne pouvait pas le voir, les photos suffisamment impressionnantes pour impressionner, effectivement, même si vous ne connaissiez pas. Ben, en Russie, il n'y aura pas ça. Et surtout pas à partir du début des années 2000, où l'idée, c'est il faut présenter une image, et c'est dit explicitement, qui ne va pas traumatiser la jeunesse. Il ne faut pas dire aux enfants que leur histoire est complètement négative. Donc, il va falloir jongler, parce que comment vous présentez une histoire du XXe siècle positive alors qu'elle est bourrée de famine, de purges, d'assassinats et d'échecs économiques. Donc, il va falloir absolument jongler. Et d'un côté, je dirais, vous avez ces historiens qui continuent à travailler. Et de l'autre côté, on voit apparaître une sorte d'histoire officielle, alors qui s'est notamment concrétisée quand, à un moment, sont sortis des manuels qui avaient été commandés par l'administration présidentielle, les fameux manuels de Philippov et autres, où, alors tout le monde s'est focalisé sur l'histoire de Staline, qui était soi-disant un bon manager, mais ce qui m'a effrayée dans ces livres, c'est que ces livres disent, oui, il y a eu des purges, oui, effectivement, ça pose un petit problème, mais, et ça c'est écrit en petit caractère en dessous, mais
Premièrement, les gens n'étaient pas complètement innocents. Je dirais qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient coupables, ce qui est faux. Et 95% de ces gens étaient des bons soviétiques qui n'avaient strictement rien fait de mal et d'illégal. Deuxièmement, c'est grâce à ces purges que nous avons gagné la guerre. Alors ça, il n'y a rien de plus faux que ça. C'est certainement pas grâce à ces purges qu'ils ont gagné la guerre. Mais c'est-à-dire qu'on dit les purges, on parle du nombre de victimes, mais on les justifie. On les justifie en disant, mais oui, il y avait une 5e colonne, il y avait des gens qui ne voulaient pas nos succès soviétiques, et bon, c'est dommage, on a dû en éliminer pas mal, mais au bout du compte, on a pu gagner la guerre. Et là, on a le mythe principal de la Russie actuelle, alors qui part d'une réalité, bien sûr qu'ils ont joué, ils ont apporté une contribution absolument essentielle et incontournable à la victoire de 1945. De la même façon, excusez-moi, ils avaient joué aussi un rôle pas négligeable dans la reconstruction de la puissance militaire allemande, mais ça, je dirais, c'était avant 1941, quoi, avant qu'ils soient attaqués. Ça, il ne faut plus en parler, ça. Alors là, c'est jamais passé dans les écoles, d'ailleurs, vraiment. Et donc, vous allez avoir cette absolue reconstruction à partir de 2005, où on continue d'un côté, même officiellement, à avoir un musée du Goulag. Alors là, il fait des choses très très bien, le musée du Goulag à Moscou. Je pense que ça va être la prochaine victime, parce qu'ils font des choses un peu trop bien pour eux. Mais on continue à avoir Poutine, par exemple, qui va pleurer sur un monument aux victimes avec Madame Solzhenitsyn en disant oui, vraiment, ça ne doit plus se reproduire. Et puis, on sent bien, on ferme, par exemple, des mémoriaux, des camps. On ferme certaines expositions, on réagit très violemment à certaines publications et on sort cette histoire officielle. Alors, j'abrège un petit peu, je dirais, parce que ça serait trop long de passer dans toutes les étapes, mais ce qu'on observe et ce qui est beaucoup dit en Russie actuellement, c'est que et il y a un film très très bien qui est sorti, que je trouve merveilleusement clair, qui est sorti en octobre là-dessus. On observe en fait deux phénomènes complètement, disons, très différents, opposés et en fait en conflit. C'est-à-dire que dans la société russe, vous avez une volonté de connaître ce passé et d'explorer ce passé, d'explorer les mémoires et d'explorer au niveau des individus, au niveau des familles, au niveau absolument local. Je vais vous citer toute une série d'exemples. Vous avez ce jeune chercheur en Sibérie, Karagodin, qui un jour se lève et dit « Je veux savoir pourquoi mon grand-père a été arrêté en 1937 et fusillé en 1938. Je veux établir la liste des responsabilités. » Et il va dans les archives et il demande, et il dit, voilà, qui est responsable? Je veux connaître tout le monde. Il va chercher, il va chercher, il va chercher. Quelques années plus tard, il a toute la liste, ça va de Staline à la secrétaire qui a tapé les trucs. Vous allez sur son blog, régulièrement, il publie des photos en disant, vous voyez cette dame qui a l'air tellement charmante, c'est elle qui était responsable de la prison secrète où étaient enfermés les gens qui allaient être fusillés à Omsk. Et il publie les choses, c'est sa famille, c'est ce qui le concerne. Vous avez de plus en plus de gens qui font ça. Vous avez eu des gros succès littéraires autour de ces questions de mémoire. Je cite un livre qui a été couvert de prix, qui, je crois, sort actuellement en traduction en anglais, qui est, j'oublie le nom de l'auteur, mais le titre, c'est Pamiat Pamiati, qui est vraiment une histoire c'est écrit par une jeune femme, l'histoire de sa famille. Je regarde dans ma famille, comment ont-ils vécu, ça a été un énorme, énorme succès parce que ça correspond à ces interrogations mémoriales. Je pense au très bon livre que je cite, tiens, dans l'article qui paraîtra demain dans Desk, le livre de Nikolai Epley. Le livre de Nikolai Epley, un jeune historien russe, qui dit on ne sortira pas, la Russie ne pourra pas sortir de l'espèce d'impasse dans laquelle elle est, je dirais, si on ne traite pas une fois pour toutes ce qu'il appelle notre passé inconfortable. Et il faut le traiter. Et alors, il regarde, comment on fait les Allemands, comment on fait les Espagnols, comment on fait les Argentins. Je dirais, il prend toute une série d'exemples et comment nous, on peut faire en s'appuyant, je dirais, sur ces bases. C'est là aussi un livre qui se lit très bien, qui n'est pas très très long,
qui vient d'être primé. Vous avez tous les romans de Sergueï Lebedev. Sergueï Lebedev, jeune écrivain, bourré de talent, de quoi il parle? Il parle justement de « Ah ben j'ai découvert que celui que je prenais pour mon grand-père, etc. » en fait avait été le directeur d'un camp. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est vivant dans la société russe actuelle, alors peut-être pas 100% des Russes, je veux dire la société pensante, la société créative. Je pourrais vous donner des dizaines d'exemples de livres, de documentaires, de dessins animés, de pièces de théâtre. Regardez le CNAM, je veux dire, si des gens regardent cette troupe qui passe en France, ça porte là-dessus, ça porte nos questions mémorielles, on parle de nos familles. Et puis vous avez face à ça l'État poutinien qui veut nous imposer une histoire officielle où il n'y aurait grosso modo que des victoires et quelques petits inconvénients ayant permis de financer ces victoires. Donc la victoire centrale, c'est bien sûr celle de 1945, c'est aussi la conquête de l'espace et finalement l'industrialisation du pays, on est arrivé au niveau des autres. Donc c'est une histoire officielle qui est présentée comme étant verticale. Il y a ces recherches mémorielles sur le terrain et si, je vais conclure là-dessus, le pouvoir a voulu s'en prendre à l'association mémoriale, qui mène des recherches extrêmement justes, extrêmement approfondies depuis la fin des années 80, c'est justement parce que c'était l'association la plus vivante et la plus efficace, permettant aux gens d'aller voir des bases de données et où était mon grand-père, dans quel camp, exactement comme nous, je dirais, les descendants de déportés du nazisme. On va demander aux archives d'Harold Sen, dites-moi où était mon père, dites-moi où était mon grand-père qui était dans tel convoi. Ça, Mémorial l'a rendu possible, ça c'est ce que veut étouffer actuellement le pouvoir. Donc une des luttes qui a lieu en interne en Russie actuellement, c'est cette lutte entre cette conception verticale d'une histoire officielle triomphale imposée par le pouvoir et cette diffusion d'initiatives au sein d'une société qui actuellement est quand même assez traumatisée et assez terrorisée et qui essaie de comprendre, de réparer, de savoir, de boucher les trous et qui, à mon avis, je dirais, doit être soutenue dans ces initiatives sans être renvoyée, comme des fois ça a un peu tendance à être fait, notamment dans la diaspora ukrainienne, à un rôle de responsable, de coupable, de gens qui auraient assassiné les autres. Ils ont assassiné et ils ont été victimes aussi. Et les générations actuelles essaient de se tirer, je dirais, de ce passé difficile. Je vous remercie. Merci beaucoup.